Bonjour à tous. Le Cameroun dispose de plus de 4 millions d'hectares de plans d'eau, mais continue à importer la plupart des poissons consommés. Et si les cages flottantes étaient la solution? Dans cette édition, nous allons explorer cette nouvelle technique de production intensive. Nous parlerons de la fabrication des cages, de l'installation, de la production et bien d'autres. Il s'appelle Boris Kamgo. Plusieurs d'entre vous le connaissent. C'est fidèle de l'émission AgriMag parce qu'il est avec nous depuis plusieurs années et c'est l'un des pionniers de la pisciculture en cage flottante au Cameroun. Allez, nous allons rejoindre Boris qui nous attend déjà. A tout de suite. Bonjour Monsieur Kamgo. Bonjour madame. Ah, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Un invité partenaire, un invité fidèle d'AgriMag. Oui madame. Ok. J'espère que vous allez bien. Non, très très bien, vous? Ah, je vais bien, merci. Okay. Aujourd'hui, on est avec vous pour parler de l'élevage de poissons en cage flottante. Oui madame. Oui, on aimerait savoir, d'abord vous présenter à nos chers téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, parce que je sais que ceux qui sont fidèles à AgriMag connaissent très bien Monsieur Kamgo. Pouvez-vous vous présenter? Oui, moi je suis Boris Kamgo Yudom, PDG de Agro World Group. Je suis un des pionniers de l'aquaculture au Cameroun. Et j'ai commencé grâce à mon père qui était déjà aussi aquaculteur depuis 1970. Donc madame connaît tout mon parcours parce qu'elle a pu voir comment j'ai débuté à Douala et tout. Donc ça fait presque 15 ans qu'on tourne ensemble dans AgriMag. Et aujourd'hui je suis très content de te revoir encore, venir dans le site qu'on a travaillé ensemble ici à la Dibamba, je pense qu'il y a quelques années, où j'expliquais ce que je vais faire ici. Donc moi j'ai fait dans la production, la transformation du poisson. On a commencé dans les étangs, dans les bacs au sol avant de revenir dans les cages qui est un système plus industrialisé. Et aujourd'hui on emploie beaucoup de personnes. Déjà sur ce site, on a tout un grand projet qui est en train de voir le jour. On travaille déjà, mais on est en train de vouloir travailler plus grand. Vous avez vu l'espace de dégustation, de restauration et tout que vous êtes en train de découvrir. D'ici quelques mois, on va vous inviter pour l'ouverture et les gens pourront manger le poisson frais tous les jours. Et on a un magasin sur la route là-bas où on va mettre les poissons à la disposition de la population. Tous les jours, ils peuvent passer. On va mettre minimum 10 tonnes par jour à la population. Donc les gens pour passer, aller à Douala, aller à Yaoundé, peuvent s'arrêter pour se ravitailler en poisson. Un gros projet et moi je sais que ce projet a beaucoup évolué parce que j'étais là comme il a dit au début. Monsieur Kamgo, je vais vous appeler Boris hein, parce que c'est mon ami. C'est ça. Alors Boris, vous avez démarré avec la pisciculture hors sol. Oui. Oui, et maintenant vous êtes sur la pisciculture en cage flottante. Oui, madame. Qu'est-ce qui a motivé votre départ de l'aquaculture, des bassins hors sol, à l'élevage en cage flottante? Madame, vous savez qu'au début, vous m'avez rencontré à Bonaloka, à l'époque, derrière la maison de ma tante. Et je faisais beaucoup de sulus. On n'arrivait pas vraiment à vendre en masse parce que le problème, c'est que les sulus, nous sommes dans la zone côtière et les gens d'ici ne connaissent pas les poissons qui n'ont pas des écailles. Ils préfèrent les poissons à écailles. Donc, on produisait, mais la vente, parce qu'on vendait un peu au Nigeria, mais après la chute du Naria, c'était très compliqué de vendre. Donc, maintenant, il n'y a que les sulus qu'il faut faire en bac au sol. Les tilapia, pour faire un bac au sol, ça nécessite beaucoup de coûts en énergie et tout. Et l'énergie du pays n'est pas stable. Donc vous connaissez tous les problèmes que nous avons avec l'énergie. Donc c'était très compliqué d'élever les tilapias parce que c'est les tilapias qui étaient le poisson le plus vendu. Mais on ne pouvait pas faire dans les bacs au sol. Donc il fallait les étangs et les cages. Nous on a démarré avec les étangs à mi-solaire comme vous connaissez. Oui.
Mais l'État ne nous donnait pas la capacité que nous avons besoin. Nous avons besoin d'une capacité, par exemple, aujourd'hui, nous on veut partir sur 10 tonnes le mois, après sur 50 tonnes le mois, après sur 250 tonnes le mois. Mais il fallait des cages, parce que dans une cage, tu peux élever les cages comme la grande que vous avez vue. Je mets jusqu'à 25 000 poissons, je récolte 12 tonnes et demie en une récolte. Donc maintenant, si c'est dans les étangs, il faut tout un grand étang. Donc on a vu que les sulus, il fallait élever les sulus ici, aller vendre à Yaoundé, c'était très compliqué pour nous. Donc on a vraiment réduit la capacité en sulus, vraiment le maximum. Et on s'est beaucoup concentré dans le tilapia. Et on a travaillé aussi sur l'espèce qu'on appelle le Pangasius, où on a eu l'autorisation du gouvernement pour introduire l'espèce aujourd'hui. C'est en train de prendre l'élan aussi. Et cette année, on a aussi eu l'autorisation pour introduire le parcours rouge. Ça, c'est autre espèce que vous allez voir qui ressemble aussi au tilapia. Donc, nous essayons de travailler pour amener d'autres espèces qui vont aider les consommateurs. Pas seulement à manger les sulus, parce que ceux qui fuient les sulus, on les propose autre chose. On les propose les tilapias. Et comme cette année, vous avez vu que maintenant le gouvernement demande qu'on arrête automatiquement les espèces d'élevage. Donc nous-mêmes, on plaide aux importateurs de ne même pas faire la force parce que les producteurs sont prêts à produire. Avec l'appui que le gouvernement a mis avec le PISA, nous pensons qu'avec cet appui, nous pouvons déjà combler le besoin en poisson d'eau douce. Nous ne pouvons plus dépendre parce que nous enrichissons d'autres pays qui produisent pour venir bloquer nos économies et s'enrichir derrière nos doses. Nous voulons qu'on nous laisse se battre. On ne demande pas, on demande seulement qu'on arrête, comme ils ont dit, d'arrêter les importations des poissons d'élevage. Ça veut dire nous, on va se battre à combler ces déficits. Maintenant, les poissons qui sont les poissons de pêche, on laisse rentrer. S'il n'y a pas de carpes, il n'y a pas autre chose, les gens peuvent briser le maquereau et autres. Ils peuvent même augmenter de quotas sur ça, mais les poissons d'élevage, on les laisse entrer dans le marché, mais localement. Et on a déjà appris, moi j'ai fait des formations, comme vous connaissez que je voyage beaucoup, en Chine, au Vietnam, en Amérique du Sud, pour travailler sur la conservation. Je viens de finir l'autre formation sur la conservation des poissons, parce qu'on ne peut pas vendre le poisson toujours frais. Si je récolte 10 tonnes par jour, je ne peux pas vendre frais. Au marché, ça va pourrir. Donc je suis obligé de mettre des tunnels de congélation, comme vous avez vu qu'on met des chambres froides. On va mettre des chambres froides, des tunnels de congélation. Quand on retire, on congèle, on remet dans les cartons et on demande aux distributeurs de poissons de venir chercher chez nous en carton. On va leur donner les mêmes poissons qu'ils importaient dans les mêmes types d'emballage, mais produits localement. Vous comprenez, vous avez vu par exemple la guerre, quand la guerre déclenche dans tel pays, on dit c'est tel pays qui fournissait tel truc, on commence à tomber en rupture, la population commence à souffrir. Ce que chaque pays peut faire aujourd'hui, le Cameroun a le climat du Vietnam, le climat des zones de la Chine qui produisent des poissons, on a tous ces climats, on peut produire tout ce que nous pouvons consommer, par exemple que ce soit du riz, que ce soit du poisson et tout, mais on ne doit pas dépendre de l'importation. Même les opérateurs doivent essayer de voir parce que ce n'est pas seulement aller importer, ajouter des bénéfices pour vendre qui va nous développer. Donc il faut qu'on essaye de voir parce qu'aujourd'hui avec tout le plan d'eau, les barrages que nous avons, les cours d'eau comme tout, la Dibamba, là, il y en a des lacs partout, nous pouvons produire assez et même exporter d'autres. Donc c'est ce que nous sommes en train de travailler. Ok, donc ça veut dire qu'ici, l'espèce élevée, ici, dans les cages flottantes, c'est le tilapia. C'est le tilapia, rouge et gris. Dans les étangs derrière, nous élevons le Pangasius. Et à mi-solaire, les parcours sont en quarantaine. Donc quand on vient d'introduire des espèces, on les met en quarantaine, on les observe, on les nourrit pour observer s'ils n'ont pas ramené des maladies ou quoi. Donc en ce moment, ils sont en quarantaine. D'ici peu, vous allez découvrir. Mais moi, je t'invite déjà bientôt pour que vous allez venir faire découvrir le Pangasius aux gens parce que c'est déjà prêt. Donc d'ici 2-3 mois, on va démarrer le restaurant. On va organiser une journée de dégustation où on va inviter des chefs d'entreprise, des restaurants et tout, qui vont venir déguster le Pangasius. Et à partir de ça, je pense qu'ils vont nous dire ce qu'ils ont découvert et ça va créer une demande. Et ça va augmenter aussi la capacité de production des producteurs. Parce que les producteurs,
ils ne vont pas se concentrer que les Sudus. Ouais. Comme les Sudus ne sont pas trop sur l'habitude alimentaire des Camerounais, Exactement. on veut les proposer d'autres espèces. Pour ceux qui ne connaissent pas le pangasus, c'est un poisson qui ressemble beaucoup Au requin. Au requin. Oui. Au requin, c'est trop. Non, il ressemble au requin. On parle de chez nous. C'est Il ça. ressemble beaucoup au mâcheron. C'est comme un gros mâcheron en fait. Mais il a le goût de la sole. Hein. Il ne m'a pas encore donné ça. Non, tu vas goûter. Il a le goût de la sole Okay, et il accepte tout type de condiments. Qu'est-ce qui a motivé votre choix pour la Dibamba, pour venir faire ça? Est-ce que vous avez fait des études d'eau? Qu'est-ce qui vous a motivé? Oui, madame, j'avais fait les études d'eau. J'ai même ramené l'eau dans beaucoup de pays pour analyser parce qu'à l'époque, c'était très compliqué d'analyser même bien pour savoir ici. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà une étude du ministère qui n'avait pas donné un résultat favorable. Il y avait une étude aussi des Nations Unies de la FAO qui n'avait pas donné aussi des résultats favorables. Mais moi, j'avais ramené, à l'époque, il y avait un peu des problèmes dans l'eau. Il fallait utiliser des aliments qui devaient augmenter le mucus sur le poisson pour tenir. Donc, j'ai travaillé à l'époque avec les espèces rouges. On a fait un reportage dessus qui a marqué. Parce que là, tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, c'était des essais, des tests et tout. On a testé la masse de production et tout. Aujourd'hui, on a 12 cages. Mais on veut partir jusqu'à 100, 200 cages. Mais avec ce que nous sommes en train de faire, c'est que quand on a fait les tests, on a vu que les analyses d'eau, il fallait augmenter telle chose, c'est ce que nous avons fait. Et on a eu les résultats que vous avez vus. La dernière fois avec les Chinois, on était ensemble, vous avez vu, on a refait l'analyse. Ils ont donné aussi les résultats favorables. Parce qu'il y a les analyses qu'on peut faire pour dire, ce n'est pas favorable, mais en ajoutant telle chose, ça devient favorable. C'est un peu ça. D'accord. Et comment vous arrivez à gérer le niveau d'eau, le flux d'eau? Comment vous gérez ça? Bon, ici, le niveau d'eau, comme vous voyez, le milieu de l'eau ici est à 30 mètres de profondeur. Donc nous, on ancre les cages à 30 mètres de profondeur au milieu. Et au bord, il descend jusqu'à 5 mètres. Mais nous, on a une zone de stabilisation plus haut. Si vous allez voir qu'on a poussé les cages plus haut, où on a mis les cages, là où on a les cages, nous sommes autour de 7 mètres et demi. Et parce que les cages descendent jusqu'à 4 mètres et demi. Et ça fait qu'on a aussi l'espace en bas. Donc au niveau d'aujourd'hui, le niveau d'eau ne nous empêche pas de travailler parce qu'il faut mettre la cage où, quand la marée haut part, l'eau peut rester stable. D'accord. Oui. Et comment vous vous approvisionnez en alevin? En alevin, c'est nous qui produisons nos alevins, comme vous connaissez. Oui. Et nous sommes fiers de le faire parce que nous produisons le monosexe YY, dont je suis le seul aujourd'hui et fier dans toute la sous-région à détenir le brevet de ça, parce que j'étais obligé de payer le brevet de ça aux Hollandais. Parce qu'au départ, nous, on importait juste ça de la Hollande. Et pendant mon travail, quand mon professeur allait en retraite, il m'a dit, j'ai travaillé avec toi pendant 10 ans et je trouve que tu peux garder la technologie. J'ai gardé pendant 40 ans, moi je te la vends. Et j'ai beaucoup bataillé pour trouver les ressources pour acheter la technologie et ramener les grands-parents au Cameroun. C'est avec ça que j'ai reproduit pour pouvoir avoir la capacité de charger mes caches. Le Cameroun regorge de fleuves, de lacs et des barrages, mais reste toujours dépendant des importations du poisson consommé. Pour réduire cela, une solution prend de l'ampleur sur nos plans d'eau, l'élevage en cage flottante. Tout commence par des ateliers souvent improvisés. Ici, une équipe conduite par la Caisse de développement de la pêche maritime pour la fabrication des cages. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'installation d'une cage ronde de fabrication chinoise, qui est une nouvelle technologie prônée par le MINIFIA, ministère de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale, qui a cette particularité d'être faite avec des tuyaux flottants et de résister aux effets intempérés de l'eau. C'est-à-dire, quand je parle d'intempérés de l'eau, ce sont soit les vagues, soit les eaux, donc ça ne peut pas directement aller en mer. Là, il est en train de fixer les raccords.
le raccord. Le principe se fait avec une machine de soudure. Donc à l'aide de la machine de soudure, vous chauffez le tuyau, l'extrémité du tuyau, et vous chauffez le raccord. Le raccord, maintenant, vous l'emboîtez. Une fois que les deux ont fondu, là, vous réglez votre machine de soudure à 250 degrés de température à l'espace de 30 à 40 secondes. Lorsque les tuyaux ont fondu, légèrement fondu, vous enlevez la machine et vous emboîtez les deux. Vous créez cette union-là. Après refroidissement, les deux sont un. Va chercher la clé 24. Elle n'est pas là. Clé 24, elle est plate. Vous la envoyez comme ça. Ce sont eux qui doivent descendre. Envoyez. Nassar, qu'est-ce que tu fais? Mec, je vais à l'extérieur. Allez-y. Allez-y. Attendez, hein. Il n'est pas encore fini. Ne bougez pas. Il n'est pas encore réglé. Allez, rentrez dans le tuyau. Entrez à l'intérieur. Voilà, c'est bon. Là. Envoyez. À l'intérieur, poussez. Voilà. Ok. Vas-y. Comment elle est? Est-ce qu'elle est branchée? Non. Voilà. Il est là, il me regarde, je ne sais pas qu'il faut prendre une corde qu'il faut brancher. C'est celle-ci. Celle-ci, ça là. Le monsieur ici. Voilà, c'est que tu as là que tu prends. Tu prends ça là. Quand on fait des pluies, tu fais comme si. Les deux surfaces adhèrent et correspondent. Ça peut déborder de cette côté. Non, là-bas, ça va pas de ici. C'est ici qu'on regarde. On peut juste surpasser encore un peu. Mais là, ça ne dérange pas. Là, tu sais, on sait. Alors, et on visse. Après 2 minutes, vous voyez comment ça fond déjà. Vous voyez comment ça fond, non? Les deux côtés ça fond. Ici c'est plus visible. 2 à 3 fois, on va enlever de l'idée. Ça va pas. Bon, allez un peu. Ok, là présentement, nous avons préparé le tuyau qui va soutenir le filet au fond de l'eau. En prélude à l'installation du filet, parce que là nous voulons passer la cage sur l'eau avant de passer aux étapes qui vont s'effectuer sur l'eau. C'est-à-dire que quand il parle d'étapes, c'est-à-dire l'installation des filets. Nous préparons ce tuyau qui va porter le filet, qui va tenir le filet en dessous de l'eau. On l'attache avec des cordes de 9 mètres parce qu'on va faire descendre comme sur une poulie progressivement pour définir la profondeur qui nous correspondra au moment venu. Présentement, on veut fixer le garde-fou. Donc ces T qui ont été soudés vont s'introduire dans chaque collecteur. Et à l'aide d'une chignole, tout à l'heure, nous allons sceller dans ces collecteurs-là. Nous allons sceller les T dans les différents collecteurs. Hey, il faut recule-toi. Voilà. 200 milliards. Voilà.
En ce qui concerne l'acquisition des différents bacs, nous sommes dans une structure privée. Là, présentement, nous sommes à Mungo Fish Farm. C'est une structure bénéficiaire de différents bacs de cages chinoises rondes, vulgarisées par le ministère de l'Élevage. Ce sont des dons. Le ministère de l'Élevage encourage l'activité piscicole. Toutes ces activités, toutes ces entreprises, elles sont au nombre de 7 qui ont bénéficié, qui ont eu cette habitude de pratiquer la pisciculture déjà en cage dans les différentes cages camerounaises pour les encourager et les encourager à produire dans ces différentes cages-là. Le ministère de l'Élevage et des industries animales, le MINEPI, a décidé de les faire un don de ces différentes cages rondes là. Donc c'est ainsi que par le biais de la CDPM, elles ont acquis cette cage et la CDPM se déploie aujourd'hui sur le terrain pour les aider à installer. Parce que le ministère non seulement leur a fait ce don, mais a fait venir un expert chinois pour former dans la technologie de montage de ces cages sur place. Une fois le cadre terminé, ensuite vient la mise en eau jusqu'au site choisi. Et là, les critères sont stricts. Au moins 4 mètres de profondeur, un courant faible, une zone à l'écart des pirogues de transport. Une fois placée, l'équipe ancre la cage avec les blocs de béton reliés au cadre par des cordes solides. La cage est prête, on peut y introduire des alevins. Mais avant cela, il faut au préalable récolter les alevins et passer au calibrage de ceux-ci. Tout ça, c'est notre fabrication. Ceux qui ont 3 mois, dans la cage on va les élever encore 3 mois et demi, on va les retirer. Ils auront entre 500 à 800 grammes. L'avantage de ce système est sa productivité. On y élève un nombre important de poissons par rapport aux étangs traditionnels. On compte parce qu'il faut savoir la quantité exacte qui se trouve dans la cage et avoir le poids moyen pour pouvoir calculer la quantité d'aliments journaliers et avoir l'indice de consommation. Ici, l'eau se renouvelle naturellement, ce qui limite les maladies. Ce système d'élevage incarne un pari, celui de nourrir le Cameroun avec le poisson de ses propres eaux. Une révolution à l'économie bleue qui, cage après cage, transforme le métier de pisciculteur. Nous savons que dans la pisciculture, l'aliment, Oui, c'est 70% des dépenses C'est de ça. la pisciculture. oui. Et comment vous faites pour amortir ces dépenses? Bon, nous, on fait en ce moment la production industrielle. Donc, nous sommes obligés d'acheter les aliments de bonne qualité. Nous sommes partenaires de Bioma, on rachète l'aliment qui vient, c'est des Danois qui fabriquent l'usine le plus proche de la France. On charge là-bas pour venir. Vous allez voir, vous avez vu des magasins que nous avons ici. C'est juste, on décharge 80, 100 tonnes et tout. Mais il faut savoir qu'avec le temps,
nous sommes prêts à mettre l'usine parce que nous sommes en train de discuter avec des partenaires pour mettre une autre usine en place. Il y a une autre usine qu'on est en train de créer pas loin d'ici, et qui n'est pas nous, mais d'ici quelques années. Nous-mêmes, on veut mettre une autre usine. Nous avons déjà négocié le partenariat, on a déjà signé des accords, mais nous sommes en train de continuer. Parce que même l'usine doit venir après la production. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Parce que si vous mettez une usine qui fait 1000 tonnes par mois, et que le Cameroun ne consomme pas 1000 tonnes d'aliments par mois, vous allez perdre votre argent. Parce que le temps que ça va décoller, vous allez souffrir. Parce que si vous démarrez la chaîne qui ne tourne pas, vous perdez l'argent. Donc nous sommes obligés d'acheter d'abord pour créer la demande. Après la demande, nous allons nous mettre en production d'aliments. Parce que même si on crée l'usine, il y a toujours une partie des matières premières qu'il faut importer. On n'a pas tout ce qu'il faut. Il y a certains qu'on doit importer toujours. Parce que même aujourd'hui, même sur la volaille, même sur le porc, il y a toujours des concentrés et beaucoup de choses qui sont importées. Et les autres choses sont localement faites. Nourrir le poisson coûte cher. Au Cameroun, l'aliment représente 70% de l'investissement d'un pisciculteur. Résultat, beaucoup abandonnent. Face à cette hausse du prix des granulés importés, certains producteurs se tournent vers une solution locale surprenante mais très riche, l'asticot. Bon, gars, placez-vous alors pour tamiser là. L'asticot en question est la larve de la mouche soldat noir. Donc là, nous avons l'unité de production des œufs. Et c'est ici dedans qu'il y a les œufs qu'on produit et on envoie les œufs dans le bâtiment qui va suivre en grossissement. Donc, ok, donc là ce sont les mouches soldats noirs et ils sont contenus dans des volières. Dans ces volières, il y a le mâle et il y a les femelles. Donc, il y a accouplement et il y a la ponte des œufs dans les barrettes de ponte qui sont juste là. Donc quand ils pondent, ils vont pondre là. On va récolter les œufs. On va les envoyer en incubation pour environ 4 jours. Et après ça, on va les envoyer dans le bâtiment de grossissement pour avoir les larves proprement dit qu'on va utiliser pour alimenter nos tilapias. L'incubation des œufs, ça doit prendre 4 jours, dépendant de la température, parce que c'est bon quand il fait chaud. Bon, dans les périodes comme maintenant où il n'y a pas beaucoup de soleil, ça peut aller même à 5 jours, 6 jours pour que les œufs éclorent. Bon, la durée de vie d'adulte en ce qui concerne pour eux, ils peuvent faire environ 2 semaines et ils commencent à mourir. Donc, ce qui veut dire que les pupes qui sont dans les bassines juste au fond là, il va falloir qu'on les renouvelle au moins ça après chaque 1 semaine et demie pour pouvoir avoir des populations toujours actives. Sinon, les volières seront vides. Bon, ça c'est une mouche originaire d'Amérique. Bon, quand on a acheté la souche, on a multiplié et au fur et à mesure qu'on multiplie, on garde aussi une colonie. Donc comme là on va partir tamiser maintenant, on va retirer une quantité où on va encore remettre à un grossissement accéléré pour avoir des géniteurs. Ceux qui sont encore à l'état des larves, on va envoyer en alimentation.
Ils ne sont pas actifs parce qu'il n'y a pas le soleil. Comme je vous ai dit là, c'est le soleil qui conditionne l'activité chez les mouches soldats noirs. S'il n'y a pas le soleil, comme la température, comme la météo est dormante maintenant là, il ne doit pas avoir d'activité. Mais si c'est que le soleil se montre un peu à l'horizon là, vous-même vous n'allez pas croire. Il va y avoir le bruit ici dedans, l'agitation, oui. Donc nous sommes ici dans le bâtiment de grossissement. Et dans ce bâtiment, c'est là où on amène les juvéniles qu'on a envoyés en éclosion et qu'on a attendu l'éclosion terminée. Quand le substrat est sec, on les envoie pour le grossissement. Et le grossissement ici, ça prend environ 10 jours pour avoir les larves déjà prêtes. Donc, ouais. Donc là, c'est encore mélangé avec le substrat. On va tamiser pour avoir les larves seules et le substrat d'un côté. On va donc utiliser ces larves-là pour envoyer en alimentation. Donc versez-vous dans ce panier. Donc après avoir tamisé, même le phrase qui est sorti là, c'est toujours utile. Parce qu'on peut utiliser comme biofertilisant en agriculture. Et c'est très bon, ça remplace l'urée et tous les autres engrais chimiques qu'on peut utiliser dans les champs. Donc là, c'est un engrais bio. Arrête, tu tapes un peu le milieu là. François, mets dans la bassine, tu es dans la bassine comme ça. Ok, donc après avoir tamisé, séparé le substrat, voilà ce qu'on obtient. Et ces larves, ce sont les asticots. Donc la particularité de la mouche soldat est que les larves sont plus grosses et un peu plus nutritives. Donc ça veut dire que ces larves-ci, on les alimente aux déchets des résidus des déchets organiques du marché et aussi les déchets du pressoir, ainsi que les mortalités qu'on a des poissons. Donc le taux de protéines de ces larves, c'est pas moins de 40%. Oui, donc c'est un aliment qui peut effectivement remplacer une source de protéines dans l'alimentation des animaux et bien sûr chez nos poissons qu'on élève. Donc ici dedans, le processus de dégradation prend environ 10 jours, quittant de l'incubation jusqu'à l'obtention de ces larves-ci. Avec les 4 jours d'incubation, ça nous fait environ 14 jours, ça veut dire 2 semaines pour produire les larves comme ça. Ce sont les poissons en décomposition, les mortalités qui sortent des cages. Et c'est ça qu'on recycle pour produire les larves. Okay. Donc un peu plus là, on a les bacs qui sont encore en grossissement. Ça veut dire que quand ces bacs seront prêts, on va par le même processus là, tamiser et après on aura les larves qu'on va pouvoir alimenter avec. Bon, concernant le renouvellement des géniteurs, par exemple, on a là 2 larves. On a les larves noires et les larves blanches. Les larves noires, ce sont les larves noires qu'on va utiliser pour renouveler notre population de géniteurs. Donc c'est ça qui va perpétuer la population, c'est ça qui va assurer la continuité de production. Donc quand on a les noirs comme ça, on les retire aussi, on met de côté. Pour pouvoir produire, pour pouvoir utiliser, pour servir d'aliment à nos larves. Et on va mélanger à l'huile de pressoir et aussi un peu de drèche. Ce qui va permettre qu'à la fin du processus, on puisse avoir une poudre qu'on peut tamiser. Sinon, si à la fin, si c'est qu'on a pas écrasé, ça va devenir, il va avoir des fibres et difficile à tamiser. Donc, comme les géniteurs dont je vous parlais depuis, voici par exemple, là par exemple un échantillon. Quand ils sont noirs comme ça,
c'est prévu pour envoyer en insectarium, dans les volières où ils vont éclore, où ils vont émerger et reformer d'autres mouches. Donc ils vont pondre les œufs et le même processus va suivre. Donc les œufs qui vont pondre vont aussi former les géniteurs comme ça, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ça qui fait en sorte que tout le temps on a les géniteurs pour remplir les volières. Dans ces sacs, c'est les déchets qu'on doit utiliser, la drèche qu'on doit utiliser pour produire les larves. Par contre, les déchets là sont accumulés dehors, dans les sacs dehors. Oui, c'est accumulé dehors. Quand on tamise, on met dans les sacs, comme par exemple là où il est là. Il est en train de ramasser le face là. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc ici, c'est le face qu'on obtient après avoir tamisé les larves. Oui. Et c'est ça qu'on peut utiliser comme engrais. Très bon engrais dans les champs. Les déchets primaires des larves, c'est l'azote. Donc quand on les mélange avec les autres matières, il les dégrade en produisant de l'azote en grande quantité. C'est aussi cette forte odeur d'urine là qu'on a quand on tamise les bacs. Donc c'est ça qui fortifie le taux d'azote dans le frasse. Ce qui rend ça engrais très, très bon pour les plantes. Très souvent, c'est en soirée. Oui, c'est en soirée quand on procède à l'alimentation. Donc, il y a les quantités mesurées qu'on envoie dans les bacs, dépendant de la population aussi des bacs. Oui, on compense aux granulés qu'on donne déjà. Oui. Parce qu'on ne doit pas oublier que les larves sont là pour apporter un plus en protéines qu'on sert déjà aux poissons. Donc là, c'est les sacs là, ce sont les sacs de frasse qu'on a retirés de l'intérieur. Donc histoire de libérer le bâtiment, on accumule ça à l'extérieur. Ça c'est une fiente comparable à l'urée brute à cause du taux d'azote qui est contenu dans ce frasse là. Attention, les asticots ne font pas tout. C'est un complément alimentaire et non un aliment complet. Là, c'est le nourrissage. Et elle se fait quotidiennement 3 fois la journée. Une pêche de contrôle s'effectue après chaque 2 semaines pour voir le changement de taille, si le poisson grossit et aussi pour savoir l'indice de consommation, si l'aliment est bien assimilé par le poisson. Là, nous avons 8 glacières et une glacière peut porter une charge maximum de 100 kg. Donc en tout, ça fait 800 kg de poissons que nous récoltons chaque pêche. Maintenant, nous pouvons aussi avoir quelques commandes des petits marchands, les détaillants, de 100 kg, 60 kg. Donc par jour de pêche, nous pouvons avoir une pêche d'au moins 1 tonne. Les pêches se font chaque mardi et jeudi. Généralement, les pêches sont les mardis et les jeudis. De la poubelle à l'assiette, l'asticot transforme le déchet en or pour le pisciculteur camerounais. Une innovation de bon sens qui rend l'aliment plus accessible et qui rapproche un peu plus le pays de son autosuffisance en poissons.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici sur la Dibamba en termes d'élevage de poissons en cage flottante? Bon, la difficulté au début, c'était le vol, était aussi le foncier pour avoir l'espace, parce que quand l'État attribue l'espace pour le projet, c'était pas facile. Là, on est en train d'aller vers le bout du tunnel, et avec tous les efforts déjà que vous avez vus depuis des années, parce que depuis des années, ce qui se passe depuis des années, c'est qu'on n'était pas au niveau de la production que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, les alevins sont produits localement, donc c'est déjà un plus en avant, et aussi, bientôt on va produire l'aliment, et bientôt on va commencer à congeler les poissons en carton. C'est chaque année qui augmente quelque chose déjà sur la production, parce qu'on ne peut pas aller une seule fois. Donc avec ce que nous sommes en train de voir, c'est que d'ici 5-10 ans, le Cameroun va sortir sa tête de l'eau et on va voir vraiment la production du Cameroun avancer plus. Avec l'expérience que nous avons, nous accompagnons même les nouveaux producteurs à avoir l'espace, à faire même l'étude pour eux, parce que nous, on s'est battu pour faire pour nous. On est prêt à accompagner d'autres qui veulent, que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, que ce soit partout, qui peuvent créer. Vous pouvez même créer des lacs, vous pouvez être sur 2 flancs de collines, vous créez des lacs pour produire votre poisson en cage. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes parmi les pionniers de cet élevage de poissons en cage flottante, est-ce que vous avez l'impression que c'est un moyen de sortir de ces importations dont nous sommes prisonniers? Madame, je peux vous garantir que c'est un grand moyen de sortir de ces importations avec l'aquaculture en cage. Et l'État aujourd'hui est allé plus loin, parce que le ministre a signé des accords l'autre jour au Maroc que j'apprécie beaucoup, où on peut faire aussi bientôt l'aquaculture marine. Parce que même si on commence à sortir les tilapias d'eau douce, nous on a tout la mer qu'il faut faire le poisson d'élevage. On a des dorades qui peuvent pousser ici, des bas et tout, qu'il faut pousser la technologie. C'est toujours des cages qu'il faut mettre dans la mer pour élever. Avec ce qu'ils ont signé avec les autres pays comme le Maroc, qui ont déjà une bonne technologie et bien avancée. Avec ça, on pense qu'on peut développer la production et que le Cameroun peut sortir carrément et diminuer même les importations. Pourquoi pas la moitié d'ici quelques années, parce que le montant de l'importation fait peur. Le jour se lève sur le fleuve Mungo. Au milieu du cours d'eau, une dizaine de cages flottantes forment un village sur l'eau. Aujourd'hui, c'est le jour de récolte. Après 5 à 8 mois, les tilapias sont arrivés à maturité. Le poids moyen visé pour cette récolte est de 800 grammes minimum. Pour les sortir de l'eau, il faut de la méthode. Tout commence par le regroupement des pêcheurs, puis ils resserrent lentement les filets de la cage. Petit à petit, le cylindre se transforme en une poche de quelques centimètres. L'eau se met à bouillir sur les coups de nageoire. Ces sortes sont des sacs de sable. Ils font office d'encre. Ils permettent de maintenir le filet stable dans l'étang et que ça ait une forme, que ce soit uniforme en fait. Puisque en surface c'est en 6 par 6. Au fond, s'il n'y a pas des encres pour stabiliser avec le courant de l'eau, ça va être déformé. Également, les poissons ne seront pas à l'aise à l'intérieur. Donc, pour que la forme du filet soit uniforme de la surface vers le fond, on met des encres en fait. Le tri commence directement sur l'eau. Les plus gros sont sélectionnés en priorité. Les autres seront laissés pour une autre récolte.
Le client va refuser 600 grammes. Après la sortie de l'eau, le poisson passe au calibrage avant la pesée. Ils sont immédiatement plongés dans les bacs remplis de glace. La chaîne de fraîcheur démarre ici, sur le fleuve. Objectif, garder la fraîcheur et la fermeté de la chair. Ce matin, nous sommes là pour prendre les poissons et aller livrer à nos clients hors de la ville, quoi. On livre généralement à Yaoundé dans les poissonneries. Là, on peut faire des livraisons par semaine. Quand les clients en demandent. Pour les producteurs, la récolte est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. La surveillance quotidienne, le nourrissage 3 fois par jour, le contrôle des filets et bien d'autres. Chaque perte se paye cash. Elles offrent un rendement 20 fois supérieur à l'étang traditionnel sur une surface réduite. Elles donnent du travail aux jeunes et réduisent la pression sur la pêche sauvage déjà menacée. Les bacs sont remplis de tilapia et dans quelques heures, ces poissons se retrouveront dans nos assiettes. De l'eau à la marmite, la boucle est courte. Et c'est toute la force de l'élevage en cage flottante. Aujourd'hui, vous êtes un jeune qui s'est battu et qui se bat tous les jours pour développer ce secteur. Quel est le conseil que vous pouvez donner à ce jeune qui vous regarde en ce moment et qui veut devenir le Boris de demain? Tous les jours, je les donne les conseils parce que vous voyez le site. J'ai un centre de formation à Mi-Solaire où j'encadre beaucoup de jeunes et pas seulement dans le domaine de l'aquaculture, aussi dans l'agriculture, dans la transformation industrielle que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je donne aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas être pressé. Parce que quand un jeune arrive aujourd'hui, vous m'avez connu, j'étais derrière la maison, j'avais commencé des petits projets. Quand vous m'avez même promis à un moment donné que bon, parce que les gens vont dire, comment il a fait pour arriver là? Vous avez dit, un jour, vous allez prendre tous ces reportages, vous allez cumuler et balancer. C'est une promesse que je compte tenir. Voilà, parce que les gens ne vont pas savoir, parce qu'on a découpé ensemble les filets de sulis pour chercher comment vendre les sulis en filet. Ensemble, on coupait les poissons, on n'arrivait même pas. Donc, aujourd'hui, je donne toujours les conseils aux jeunes de ne pas être pressés. Quand un jeune arrive, vous êtes en train de produire, il veut déjà gagner l'argent tout de suite. Donc nous, on a travaillé longtemps sans gagner l'argent. Aujourd'hui, nous attendons que l'État même nous accompagne dans le projet, dans le financement de notre projet. Mais parce que l'État a déjà vu comment nous sommes en train d'avancer, on a arrangé l'espace, on a produit nous-mêmes. Un jeune ne peut pas se lever et aller demander à l'État de l'accompagner alors qu'il n'est pas en train de travailler. Pour que l'État t'accompagne, vous allez d'abord vous battre pendant des années. L'État voit que vous avez déjà beaucoup travaillé. L'État peut vous dire, ok, vous avez quel problème? Je suis parti de là où j'étais, l'État m'a donné l'espace pour travailler. Mais il m'a donné les autorisations pour importer les géniteurs et tout, parce qu'il a vu que je pouvais réussir. Il ne doit pas donner à quelqu'un qu'il vient, il a seulement écrit tout sur un document pour venir présenter. Aujourd'hui, tout ce qu'on apprend à l'école, on fait que 25%, même aujourd'hui je peux dire 20% à l'école. Le reste de 80%, c'est sur le terrain. Moi qui vous parle, je n'ai pas le BPC, mais aujourd'hui, je côtoie les plus grands chercheurs du monde, les plus grands docteurs, parce que j'ai travaillé. Aujourd'hui, j'ai reçu déjà 3 médailles du chef de l'État. J'ai reçu l'autre le 20 mai, officier de mérite camerounais, officier de mérite camerounais, de mérite agricole, grâce au travail que j'ai abattu. Donc, merci beaucoup, madame. Donc, le travail qu'on a fait, depuis le début, j'ai parcouru les comices de Bolova et tout ça là. Tous ces comices, je suis parti toujours grâce à
au travail que j'ai abattu. Vous pouvez imaginer qu'en 2011, pendant le comice de Volova, j'étais le plus jeune exposant. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré le chef de l'État pour ma première fois grâce à l'élevage des rats. Moi, j'élevais des rats derrière la maison. J'accompagnais mon père dans la ferme de poissons, mais j'élevais les petits animaux. Mais quand il y avait une comice agro-pastorale à Bafoussam, le sous-préfet m'a sélectionné. Je suis allé à Bafoussam. Pendant qu'on remet le diplôme, le gouverneur voit que j'étais très jeune. Il m'a dit que non, voilà les jeunes que le chef d'État veut voir. C'est comme ça qu'il m'a mis le nom sur la liste des jeunes exposants, des exposants qui allaient à Ebolova. Parmi les 3000 exposants, j'étais le plus petit. Je suis parti, même mon père avait peur de me laisser partir, c'est à Ebolova. Donc je suis parti, j'étais le plus petit exposant que le chef d'État a salué pendant le comice d'Ebolova. Et à partir de ça, tous les comices que je suis parti, je suis rentré avec le premier prix. Aujourd'hui, je ne peux plus participer au comice agro-pastoral parce que je laisse la place à mes jeunes, mes élèves que j'ai formés, d'avoir les prix, tous les prix que j'ai eus. Je ne sais pas ce que je vais encore chercher aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis au niveau où on me dessert les médailles comme ce qu'on a fait le 20 mai, que j'apprécie. Je suis content de recevoir le fruit de mon travail. L'objectif dans cette édition était de comprendre, d'apprendre et d'investir. J'espère que pendant ces 52 minutes, vous avez été édifiés. Quant à moi, je vous retrouve au prochain sujet. Au revoir.